Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de poursuivre l'exploration des procédures collectives et plus exactement de déterminer quelle peut en être l'issue. Alors certes, malgré les efforts constants du législateur, les statistiques restent décevantes puisque presque de 7 entreprises sur 10 seront directement placées en liquidation judiciaire. Pour autant, laissons de côté ce constat accablant et concentrons-nous sur l'issue heureuse, enviée et espérée des débiteurs, qu'est le traitement de la défaillance par les plans. Ceci nous obligera à resserrer rapidement notre propos sur les seules procédures de sauvegarde ainsi que ses variantes, procédures de sauvegarde accélérée comme de sauvegarde financière accélérée, ainsi que la procédure de redressement judiciaire, tout en tenant à l'écart de notre propos la liquidation judiciaire puisqu'il n'existe pas à proprement parler de plan de liquidation. Mais cette opportunité consistant donc pour le tribunal à l'issue de la période d'observation d'adopter un plan se dédouble. Tandis qu'en procédure de sauvegarde judiciaire, l'adoption du plan sera forcément celle d'un plan de continuation. Au contraire, en redressement judiciaire, pourra également être offerte la possibilité de céder l'entreprise entre les mains d'un tiers repreneur. Afin de mieux cerner les enjeux portés par ces deux types de plans, plan de continuation d'une part et plan de cession d'autre part, une approche chronologique servira à notre démonstration. En effet, les 3 étapes retenues que sont la préparation, l'adoption et la mise en œuvre du plan sont communes à ces 2 types de plans. Concentrons-nous en premier lieu sur l'élaboration du plan en cantonnant notre propos sur la préparation du seul projet de plan de continuation puisque le projet de plan de cession et donc l'offre de reprise qu'il suppose de la part de tout tiers repreneur est l'objet d'un entretien avec un professionnel auquel je vous renvoie. Un bon plan, et plus exactement un bon plan de continuation, c'est d'abord et avant toute chose un bon diagnostic. Rien d'étonnant dès lors à ce que la préparation d'un projet de plan de continuation s'ouvre par l'élaboration d'un bilan économique, social et le cas échéant environnemental qui devra être établi par l'administrateur judiciaire avec le concours du débiteur dès les premiers instants de l'ouverture de la procédure. Pour accomplir cette tâche, c'est-à-dire pour retranscrire selon la loi l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise, le nerf de la guerre, c'est l'accès à l'information, en l'occurrence à une information fiable et exacte. Pour ce faire, l'administrateur judiciaire pourra s'appuyer sur le juge-commissaire à l'encontre duquel le secret professionnel et notamment le secret bancaire ne pourront être opposés. Ce bilan revêt en réalité une importance cruciale puisque dès les premiers instants de la période d'observation, il va permettre d'éclairer le choix de l'issue de la procédure et si la cessation d'activité s'avère nécessaire, il pourra conduire à convertir la procédure en redressement judiciaire, voire même en liquidation judiciaire si aucune perspective de redressement n'est envisageable. Ce bilan ne connaît pas d'une existence juridique autonome. Il sert en réalité à la préparation du projet de plan qu'il convient désormais d'explorer. Qui est à la manœuvre? Soyez attentifs puisqu'ici l'initiative diffère selon la procédure en cause. En sauvegarde, il reviendra au débiteur avec le concours d'administrateur judiciaire de proposer un projet de plan, tandis qu'à l'inverse, en redressement judiciaire, il appartiendra à l'administrateur judiciaire avec cette fois-ci le concours du débiteur d'y procéder. Ajoutons que depuis 2014, il est également permis aux créanciers membres d'un comité de créanciers de présenter un projet de plan concurrent, sinon palliatif à celui présenté par le chef d'entreprise. Une fois la question de l'initiative explorée, intéressons-nous davantage à son contenu. Le projet de plan répond principalement à un triple objectif, économique, financier et social, auquel s'ajoutent parfois des préoccupations environnementales. Débutons par l'exploration du volet économique. Selon la loi, ce dernier détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Rien de délicat si ce n'est le fait que lorsque le débiteur en difficulté est une société en difficulté, cette restructuration économique s'appuiera très souvent sur une restructuration juridique, en l'occurrence sur la restructuration de son capital social. Après que les fonds propres aient ainsi été reconstitués, cette restructuration du capital social procédera par une augmentation de ce capital, que ce soit par la réalisation d'apports nouveaux ou encore par la conversion de créances en titres donnant accès au capital. Ce qui permettra, notez-le, à certains des créanciers de devenir de ce fait les repreneurs par une reprise interne de l'entreprise en difficulté. Mais en sauvegarde,
Notez que jamais le chef d'entreprise ne sera inquiété pour ses pouvoirs. Tout autre sera sa situation, puisqu'en redressement judiciaire, le tribunal pourra subordonner l'adoption du plan de redressement à son remplacement, à la cession forcée de ses titres, voire même à leur incessibilité. Il pourra d'ailleurs en être de même à l'encontre des actionnaires ou des associés. Rappelons enfin que si des cessions partielles peuvent être envisagées en procédure de sauvegarde, en revanche, toute opportunité de cession de l'entreprise y est à bannir. En effet, le plan de cession de l'entreprise doit prendre place en redressement judiciaire et obéir aux règles de la liquidation judiciaire, et ce, y compris lorsque ce plan de cession sera bâti dans l'antichambre d'une procédure amiable, au gré d'un prépack-cession. Retenez que contrairement à la procédure de sauvegarde, dès le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'entreprise est à vendre. Après le volet économique, le volet financier. Rares en effet seront les plans qui seront bâtis sans avoir au préalable allégé le service de la dette. Dans ce but, le projet de plan doit selon la loi prévoir les modalités de règlement du passif ainsi que les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution. En principe, le règlement des créances du débiteur devrait être intégral, quoique échelonné sur la durée du plan. Toutefois, toute créance va pouvoir être perturbée, et ce, que ce soit dans son montant, à raison d'abandon de créance, que ce soit dans son exigibilité à raison de délai, que ce soit encore dans sa nature, puisque au gré d'une conversion de créance en capital, voici un créancier qui deviendra l'associé de la société en difficulté, voire enfin cette créance va pouvoir être perturbée dans sa qualité, puisqu'une cession de rang, voire même l'abandon de sûreté, pourront être discutés. Mais alors, comment obtenir un tel effort de la part des créanciers? Depuis 2005, il faut savoir que deux modes de consultation coexistent, c'est-à-dire depuis qu'il a été introduit la possibilité de bâtir un plan au gré de comités de créanciers, lesquels ont vocation à devenir, on le sait sous l'influence du droit européen, des classes de créanciers. Lorsque la consultation se déroule d'abord hors le cadre des comités de créanciers, c'est-à-dire selon les règles héritées de la loi de 1985, il convient alors de distinguer le sort des créanciers publics et des créanciers privés. Les propositions d'appurement du passif à destination des créanciers privés, que sont les remises de dettes, octroi de délai ou encore conversion de créances en capital, vont être communiquées par le débiteur ou l'administrateur judiciaire au mandataire judiciaire sous la surveillance du juge commissaire. Puis à son tour, le mandataire judiciaire communiquera ses propositions par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque créancier ayant déclaré sa créance à la procédure. Il appartiendra ensuite au mandataire judiciaire de recueillir l'accord de chacun de ses créanciers sur les remises et les délais qui lui sont proposés. Notez cependant que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre par le mandataire judiciaire vaudra acceptation de la proposition qui y est formulée. C'est dire si le créancier devra donc être diligent. Tel ne sera pas le cas, en revanche, en cas de consultation sur une conversion de créance en capital, puisqu'ici, l'accord express du créancier est requis. Mais la loi de 2005 a également organisé la consultation des créanciers publics. À la suite d'une demande devant être formulée auprès de la CCSF dans le délai strict de 2 mois à compter de l'ouverture de la procédure, tout créancier public pourra accepter de remettre tout ou partie de sa dette au débiteur. Mais attention, puisqu'ici, la loi nous explique que cet effort devra intervenir dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Par cette formule, on comprend qu'il s'agit en effet de ne pas contrarier le principe de prohibition des aides d'État auquel et sur lequel veille la Commission européenne. Eh bien, ce sont ces règles de consultation ordinaires qui vont être perturbées par la constitution des comités ou des classes de créanciers. Dans le cadre de cette consultation collective, même si les modalités d'appurement du passif seront les mêmes, les règles du jeu seront modifiées, puisqu'ici, afin de parvenir à une restructuration plus profonde de l'endettement, l'accord des créanciers pourra être contraint, sinon contrarié, par le phénomène majoritaire qui s'applique dans chacun des sous-ensembles constitués, que ce soit un comité ou que ce soit une classe de créanciers. L'efficacité de cette formule est telle d'ailleurs que le législateur n'a eu de cesse que de repenser les modalités de leur composition afin précisément d'accroître la participation des créanciers en leur sein. Au-delà, cette négociation collective offre davantage de souplesse pour bâtir un plan. Elle écarte notamment
toute contrainte judiciaire, que ce soit celle tenant à la durée des plans, puisqu'en principe, le plan ne peut excéder une durée de 10 ans, sauf en cas donc, de plan bâti pour un agriculteur, ici on pourra imaginer une durée de 15 ans. Ou que ce soit encore vis-à-vis des règles relatives à la distribution des dividendes, puisque dans le schéma classique, il reviendra au tribunal d'organiser un échelonnement des paiements en respectant les règles relatives à la périodicité et à la fréquence des paiements. Notez enfin que l'échec de cette consultation collective ne signe pas pour autant la fin de la consultation. En effet, la procédure sera alors reprise selon les règles de la consultation ordinaire. Aussitôt alors, le tribunal recouvrera sa faculté d'imposer des délais uniformes de paiement aux créanciers récalcitrants, c'est-à-dire à ceux qui, bien que consultés, n'ont pas répondu favorablement à une remise ou à l'octroi d'un délai. Attention cependant, puisqu'ici tous les créanciers n'auront pas à craindre ce courroux judiciaire. Je pense notamment aux créances salariales privilégiées ou superprivilégiées. Je pense encore aux détenteurs de créances modiques, c'est-à-dire d'un montant inférieur à 500 €. Et je pense enfin aux créanciers revendiquants. Envisageons enfin le volet social. Selon la loi, le projet de plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité. À ce titre, lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre pour faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Notez seulement que la procédure de licenciement économique diffère selon la procédure en cause. En sauvegarde, la procédure de droit commun devra être observée et l'AGS tiendra compte des licenciements intervenus dans le mois qui suit l'arrêté du plan. A l'inverse, en redressement judiciaire, une procédure simplifiée pourra être suivie. Après la préparation du plan, observons en deuxième lieu son adoption par le tribunal. Bien que ces dernières années l'on ait assisté à un phénomène de contractualisation de la préparation des plans, il n'en demeure pas moins un procédé judiciaire de traitement des difficultés des entreprises. Tout plan procède en effet d'une décision de justice, ce qui, s'agissant du plan de cession, conduit à mettre à l'écart l'application des règles de droit commun de la vente. Existe ainsi la garantie d'éviction ou encore la garantie contre les vices cachés. Le plan est en effet arrêté par le tribunal qui décidera de son sérieux au regard des finalités de la procédure, ce qui, s'agissant du plan de cession, le conduira à retenir l'offre de reprise qui, selon la loi, permettra dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement possible l'emploi attaché à l'ensemble cédé. Du point de vue de ses effets, l'arrêté du plan le rend opposable à tous et par tous. L'entreprise étant redevenue une bonus, le chef d'entreprise retrouvera ses pouvoirs et ainsi la faculté d'administrer ses biens, sous réserve toutefois des mesures d'inaliénabilité qui auront donc pu être prononcées par le tribunal à l'encontre de biens jugés particulièrement indispensables à la poursuite de l'activité. Quant au sort des cautions, leur sort sera distinct en fonction des procédures. Enfin, afin de préserver l'efficacité et l'intégrité des plans, les voies de recours pouvant être formées à l'encontre des plans de continuation comme de cession seront étroitement attitrées. Je pense notamment à la voie de l'appel, celui du pourvoi en cassation ou encore à la tierce opposition. Voici venu le temps, en troisième lieu, d'observer la mise en œuvre du plan. Celle-ci est l'objet d'une surveillance spécifique accomplie par le commissaire à l'exécution du plan. Toutefois, dès lors que le plan s'inscrit dans une certaine durée, il se peut que certaines retouches soient nécessaires. Une procédure spécifique aux modifications substantielles du plan a ainsi été prévue par la loi. Et lorsque le plan initial ou modifié aura été exécuté, le tribunal rendra un jugement de clôture pour extinction du passif. Enfin, explorons les hypothèses malheureuses, celles qui conduisent parfois le tribunal à décider de l'opportunité de la résolution du plan et du placement de l'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire selon la situation de l'entreprise. Ces hypothèses résultent soit de l'inexécution de tout type d'engagement fixé par le plan, soit plus spécifiquement d'un défaut de paiement des dividendes incombant au débiteur et auquel précisément le commissaire à l'exécution du plan n'aura pas su procéder. Soit encore, ceci tiendrait à la survenance de la cessation des paiements. Mais en ce cas, la résolution du plan devra être prononcée. Ce n'est plus une faculté. Malgré ce constat d'échec qu'emporte la résolution du plan, rappelons cependant que le droit des entreprises en difficulté n'a pas vocation
à prévoir un acharnement thérapeutique. Ceci explique l'importance qui doit être accordée aux procédures liquidatives. Or, celles-ci vous seront présentées dès la semaine prochaine. Je vous remercie.